comme on vient de le dire, je m'appelle Gabriel, je suis anesthésiste ici au CHU de Liège. Je travaille plus particulièrement dans le secteur de la chirurgie digestive, endocrinienne et de transplantation donc. Et je viens aujourd'hui pour défendre l'efficacité de la réhabilitation améliorée quand on l'adapte à la transplantation hépatique. J'ai un pointeur au point de D'abord, c'est quoi la réhabilitation améliorée? C'est une prise en charge globale, optimisée, centrée sur le patient, et nous permettant de lui donner le meilleur de l'ensemble de nos soins périopératoires. Donc ça implique une collaboration étroite entre tous les intervenants, les chirurgiens, anesthésistes et toute l'équipe paramédicale avec les infirmières, bloc-op, réa, salle d'analyser, les nutritionnistes, les kinésithérapeutes, et même les brancardiers et finalement les assistants de soins. Elle comporte une multitude d'items. Cette réhabilitation améliorée, on les appelle items, et sont donc des recommandations pour l'ensemble de nos soins périopératoires. Donc d'abord, elle commence au moment où le diagnostic est fait, donc dans la transplantation hépatique, à partir du moment où le patient est mis sur liste de greffe, voire parfois avant, puisqu'il est quand même sérotype connu dans certains cas, par exemple, ou encore avec les méta, c'est un patient qui est dans un parcours de soins depuis quelques années. Et donc, on le suit jusqu'à sa sortie d'hospitalisation, jusqu'à son retour à domicile, voire dans les meilleures dispositions, avec un suivi multidisciplinaire post-opératoire que si les chirurgiens et les oncologues font dans le cas de la transplantation pour les méta, mais dont les principes restent les mêmes. Alors, si on voulait schématiser une ligne du temps de la RAC, elle est quand même pas très vieille, cette RAC. 1995, la première description de ce que ça peut être, avec une validation en 1997 du concept, une reconnaissance internationale au cours des années 2000, avec un premier protocole colorectal en 2005 et surtout un élan à partir de 2010, avec des protocoles qui ne cessent de se parfaire depuis 2015. Un standard of care depuis 2022 déjà, et on peut dire sans équivoque que dans les centres comme le nôtre, où on en fait quand même beaucoup dans beaucoup de chirurgie, ça devient un moteur qui est de plus en plus puissant et efficace. Je vous ai parlé de 1995, donc c'est un chirurgien colorectal danois, Henri Kevet, qui l'a décrit en dernier auteur de cette publication pour la première fois, en parlant d'un patient qui avait été opéré du côlon droit et qui n'avait pas de brin, pas de sonde urinaire, qui avait mangé rapidement et qui était sorti à J2. Bon, pour l'époque, c'était une bombe. Ensuite, le concept se répand comme une traînée de poudre. C'est boosté par la création de groupes d'experts, de sociétés savantes. Il y a des premiers protocoles et consensus qui apparaissent. Colorectal 2005, à partir de 2010, on est dans le pancréas, dans chirurgie hépatique 2016. À partir de 2005, on a de véritables protocoles qui commencent donc, comme vous le voyez, par la chirurgie hépatique. Donc dans la RAC, quelle que soit la chirurgie, il y a toujours un socle commun. Après, en fonction de la chirurgie dont on parle, il va y avoir une spécialisation. On va faire les choses d'une certaine manière ou d'une autre, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on peut faire. Alors vous voyez que ça va d'abord commencer par la chirurgie digestive, il manque le foie, mais ne vous inquiétez pas. Et ensuite, la chirurgie ORL, ça s'est ensuite répandu à l'obstétrique, la gynéco, la neurochir, chirurgie orthopédique, avec même un volet pour les patients gériatriques.